Hello les propriétaires qui se bougent, c'est Pierre du site eldoradoimmobilier.com. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi l'immobilier va se crasher grave. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que je vois ça de partout. Ça fait des années qu'on voit que l'immobilier va se crasher complètement. Alors, qui a raison, qui a tort? C'est vrai que sur le principe, les modèles mathématiques, principalement en France via ce qu'on appelle la courbe de Frigide, du nom de l'inventeur de cette courbe, d'un universitaire qui a inventé cette courbe, prédirait que depuis au moins 10-15 ans, l'immobilier devrait fortement chuter parce que les prix sont arrivés à des niveaux qui rendent incompatible pouvoir d'achat et immobilier. Et pourtant, on constate que ce n'est pas le cas. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que l'immobilier va se crasher d'une manière régulière? À chaque fois qu'il se passe quelque chose, l'immobilier va se crasher. Pourquoi il y en a d'autres qui disent non, ça n'arrivera jamais, l'immobilier ne va pas se crasher? Pourquoi ça? Et quelle est la vérité de là-dedans? Et qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour être serein par rapport à votre investissement locatif, que ce soit par rapport à vos anciens investissements locatifs ou par rapport aux nouveaux, ou si vous vous lancez? Alors comment est-ce qu'on traite le bon grain de livret de tout ça? Parce que ceux qui vous disent l'immobilier va se crasher, souvent c'est soit des gens qui sont frustrés, soit des gens qui sont aigris, soit des gens qui ont fait une mauvaise affaire avec l'immobilier. Et donc c'est des gens qui aimeraient bien que tout ça puisse se casser la gueule pour qu'on puisse au moins leur donner raison une fois. Et j'en passe et des meilleurs sur les motivations. Après, il y a tous ceux qui vous disent l'immobilier, ça a toujours monté, ça continuera toujours à monter. Le meilleur moment pour investir, c'est maintenant. Ok, il y a 20 ans, c'était plus rentable d'investir dans l'immobilier, mais c'est encore super rentable. Il faut vous lancer dans l'immobilier tout de suite. Ça fera que monter. Est-ce que ceux-là, ils ont raison aussi? Probablement pas non plus, parce qu'il y a un vieil adage boursier qui dit les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. C'est-à-dire, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand il y a une action qui s'envole, qui monte, si je vous prends l'exemple peut-être qui va mieux vous parler, c'est le Bitcoin, c'est monté, et puis à un moment donné, c'est redescendu parce que c'est arrivé à son niveau le plus haut et les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, donc il n'y a pas une croissance infinie. Donc probablement qu'avec l'immobilier, il en va de la même chose. Ce qu'il y a, c'est que personne n'est capable de le prédire, vraiment personne. Pourquoi personne? Parce que c'est un domaine extrêmement complexe. Il y a des milliers et des milliers de variables qui influencent les prix de l'immobilier. Ça va de l'humeur du boulanger le matin jusqu'à combien est-ce que Donald Trump est prêt à investir lui-même dans l'immobilier, quelle est la stratégie de Warren Buffett, etc. Donc c'est extrêmement complexe, il y a plein d'éléments qui interviennent là-dedans et c'est pour ça que les économistes se plantent lamentablement à chaque fois qu'ils prédisent une grande évolution sur le long terme et on ne sait pas ce que ça va donner. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Il y a deux attitudes. Il y a l'attitude je ne sais pas ce que ça va donner, donc du coup, j'investis jamais. Ça, c'est une attitude clairement perdante, objectivement perdante, parce que sur le long terme, si on reprend sur les 40 dernières années, l'immobilier a énormément monté et il continue à monter. Alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'immobilier quand on prend un peu de recul pour voir les crises qu'il y a eu et comment l'immobilier s'en est sorti? Il y a eu une crise en 91, l'immobilier s'est cassé la gueule de 40%. 40% des prix de l'immobilier en moins. Donc vous vous rendez compte, ça fait un creux considérable. Donc j'imagine même pas les commentaires qu'il y a dû y avoir à l'époque. Seulement, il se trouve qu'en 92-93, on était revenu au niveau précédent et après, vous connaissez la suite, ça a continué à exploser de plus en plus fort. Il y a une nouvelle crise de l'immobilier en 98 qu'on a moins ressenti dans les pays francophones, mais qu'ils ont pris de plein de fouet aux États-Unis. Et pourtant, aux États-Unis, il a fallu 4 ans, 5 ans pour revenir au niveau du prix de l'immobilier avant la crise. Et là, ça continue à monter toujours. En 2020, coronavirus, pandémie mondiale. Tout le monde, pendant la pandémie, dit l'immobilier va se crasher, c'est obligé, on va changer de paradigme, c'est juste inévitable. Et en fait, on se rend compte que non seulement l'immobilier ne s'est pas craché, mais il continue à monter. Donc, est-ce que je peux vous dire l'immobilier va continuer à monter? Non, je ne suis pas devin, personne n'est devin. Personne ne devrait être en droit de vous dire l'immobilier va baisser ou l'immobilier va monter, parce que personne n'en sait rien réellement. Ce qu'il faut faire, c'est avoir des stratégies qui vous permettent d'être gagnant à tous les coups. Plus ou moins gagnant, mais de ne pas être vraiment perdant à tous les coups. Donc qu'est-ce que je vous propose comme stratégie? Qu'est-ce que je mets moi-même en place depuis la création de Eldorado Immobilier? C'est que j'ai un plan de sortie pour chaque situation. Donc mon schéma classique, c'est j'investis
dans un investissement locatif. Donc je choisis moi, principalement des appartements. Donc je vais prendre l'exemple d'un appartement de petite surface qui va être mon cœur de cible. Pourquoi c'est mon cœur de cible? Ça devrait probablement être la plupart d'entre vous qui êtes concernés par ça. C'est que plus la surface est petite, plus c'est facile de négocier le prix et surtout plus les loyers sont élevés derrière proportionnellement au nombre de mètres carrés. Si vous avez un T5, le prix au mètre carré de location, il va être nettement inférieur qu'au prix au mètre carré de location d'un T1. Donc du coup, je privilégie plutôt des petites surfaces, plutôt moyennes surfaces, on va dire 20-30 mètres carrés. Qu'est-ce que je fais? Je prospecte, je visite plein de biens et j'achète toujours des biens qui sont très nettement en dessous du prix du marché. C'est très rare que j'achète au prix du marché. En fait, quand j'achète au prix du marché, c'est que j'estime que le bien vaut plus que le prix du marché. Donc j'achète toujours en dessous. L'idée, c'est pas d'acheter des immeubles ou des apparts pourris que personne veut. Non, l'idée, c'est de trouver ce qu'on appelle un bon vendeur. C'est quelqu'un, par exemple, qui arrive en bout de course d'investissement, qui veut prendre sa retraite, qui va prendre des grosses plus-values, parce que comme on l'a vu plus tôt, l'immobilier ne cesse de monter depuis des dizaines d'années, contrairement à tous ceux qui sont des mauvais augures et qui disent l'inverse. Donc l'immobilier monte. Et donc celui qui veut tout solder, qui a une grosse SCI, qui veut tout solder, qui vend un appart, voilà, 100 000, 120 000, 130 000 euros, ça peut paraître choquant de dire ça, mais ça va pas changer sa vie, quoi. Et donc du coup, si vous êtes sympathique pour lui, si vous avez un beau projet, il peut être tenté de négocier fortement avec vous. Après, il y a tous les accidents de la vie, évidemment, les successions, les divorces, tout ce qui peut arriver au cours de la vie qui fait que les gens ont besoin de se séparer rapidement d'un bien et donc sont prêts à négocier ce bien. Donc du coup, la base, c'est ça, c'est d'acheter quand même assez nettement en dessous du prix du marché. Je vais vous donner un chiffre et je vais vous dire que généralement je vise 20% en dessous du prix du marché. Ce n'est pas du tout une valeur absolue, c'est un repère à avoir en tête. Donc du coup, quoi qu'il arrive, je me dis déjà, je me prémunis contre une baisse du marché de 20%. 20%, c'est quand même beaucoup. Première chose. Ensuite, je fais de la location courte durée. Donc je loue à la nuitée, donc j'ai des fortes rentabilités. Les rentabilités, c'est 2 à 3 fois la rentabilité qu'on a avec une location meublée classique, qui est déjà plus importante qu'une location à l'année nue, surtout qu'après on gère tout ça au niveau des impôts et des amortissements. Donc j'ai cette stratégie-là. Si je n'arrive pas à louer en courte durée, c'est-à-dire que si j'ai autre chose à faire, que j'ai d'autres projets, si j'ai plus le temps de m'en occuper, si j'ai plus l'envie, je sais que je peux passer, j'ai fait ce calcul à chaque fois, je peux passer en location à l'année en conservant 10% de rentabilité nette après impôt. Donc du coup, je me suis gardé quand même grosse marge de manœuvre. Et c'est ça mes critères de choix, c'est ceinture et bretelles en cas de crise. On a vécu une pandémie, c'était très difficile de louer en courte durée. Le cash flow qu'on a accumulé pendant les mois précédents a permis de combler largement le trou, mais sinon, on aurait pu passer très bien les apparts en location longue durée, il n'y aurait pas eu de problème particulier. Ensuite, deuxième chose, c'est que je me place toujours dans une volonté d'investir sur du moyen-long terme, au moins 10-15 ans. Je me dis jamais, je vais faire de l'achat-revente. C'est une stratégie qui se respecte tout à fait, mais je la trouve pas assez prudente par rapport à un retournement de marché. Et donc du coup, imaginons qu'il y ait une baisse monstrueuse des prix de l'immobilier, disons 50% de baisse, ça s'est jamais vu, mais pourquoi pas, on ne sait jamais ce qui peut se passer. 50% de baisse, j'aurais déjà amorti mon bien suffisamment pour pouvoir le revendre. Mais si ce n'est pas le cas, je continue à le louer, donc ça continue à payer les mensualités parce que je prends des emprunts sur du long terme, ou 20 ans en général, 15-20 ans, et donc du coup, mes loyers à l'année vont continuer à payer ça, et quand je vais arriver à la fin de mon crédit, donc disons au bout de 20 ans, même si les prix de l'immobilier sont complètement crachés, c'est du bénéfice à 100%, ce que je vais gagner à la revente. Donc du coup, si les prix ont fortement baissé, je vais gagner à la revente. Disons que j'ai acheté un appart 100 000 euros, et il vaut plus que 50 000 euros, c'est vraiment un scénario catastrophe, mais pourquoi pas, il vaut plus que 50 000, quand je vais le revendre, je vais toucher 50 000. C'est quand même pas rien. Si les prix ont continué à fortement augmenter et qu'il vaut 200 000, je ne toucherai pas 50 000, je toucherai 200 000. C'est encore mieux. Voilà. Mais en fait, l'évolution des prix de l'immobilier, je m'en fous complètement. Voilà, je m'en fous complètement. Je cherche à acheter un rendement
avec des biens de qualité bien situés, que je rénove comme il faut. Donc j'ai un très bon rendement. Ce rendement, je le conserverai tout le temps parce que même en cas de crise, les biens qui sont bien situés et bien rénovés continuent à se louer tout à fait correctement. Et si les prix baissent, je le revendrai à la fin de mon crédit immobilier et donc je serai dans tous les cas gagnant. Donc, est-ce que l'immobilier va se crasher? J'en sais rien. Est-ce que l'immobilier va continuer à monter? J'en sais rien. Qu'est-ce qui probablement devrait se passer? Probablement l'immobilier devrait au moins stagner, mais probablement continuer à monter, si ce n'est pour certaines niches particulières où il y a des problèmes énergétiques, etc. Mais même dans ces cas-là, il y a des notions de plancher qui font que ça ne se vend pas en dessous d'un certain prix. Il y a toujours des acheteurs pour des biens qui sont dégradés. Si je vous prends une analogie, voyez les voitures diesel, quand on a annoncé que on allait arrêter les voitures diesel, tout le monde s'est dit « Oh là là là, il faut que je vende mes voitures diesel, ça ne vaut plus rien ». Non, ça ne vaut pas plus rien. On se rend compte que sur le marché de l'occasion, même encore aujourd'hui, une voiture diesel, ça ne vaut pas rien du tout. Donc du coup, ayez de cette stratégie proactive en vous disant qu'est-ce qui se passe si le pire arrive, s'il y a vraiment la méga catastrophe qui arrive, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je me prémunis par rapport à ça? Parce qu'on ne sait jamais, le pire peut arriver. On l'a vu, on a une pandémie complète, qui aurait pu prédire ça? Et quelle est votre porte de sortie par rapport à ça? Et si vous êtes capable de monter des stratégies comme ça, vous serez complètement capable de pouvoir vous en ficher complètement des circonstances économiques extérieures et d'être gagnant à tous les coups. Je vous invite à liker cette vidéo si le contenu vous a paru pertinent. Ça m'aidera à être motivé pour en créer des nouvelles. Cliquez sur abonner sur la petite cloche pour pouvoir recevoir les nouvelles vidéos quand j'en publierai et puis pour être informé quand je serai en live pour répondre en live à toutes vos questions. Je vous remercie de votre attention et regardez la vidéo suivante de Eldorado Immobilier, elle est vraiment pertinente pour vous également. Ciao ciao!